concernant la fiscalité écologique. Alors la fiscalité écologique, elle a des influences ou elle a des reflets verts, mais elle a aussi des reflets jaunes comme les gilets et rouges comme les bonnets. C'est une matière fiscale par nature sensible et en matière de fiscalité écologique et en particulier énergétique, une matière inflammable. Et donc cette matière, eh bien, il va falloir la considérer avec prudence et précision. Et pour cela, nous avons un panel de très haut niveau. Et je vous remercie tous de vous être rendus disponibles pour défricher ce sujet, lever quelques incompréhensions et essayer d'aller de l'avant. Alors, pour nous accompagner dans cette réflexion, je vais citer par ordre alphabétique Aurélien Baudu, professeur des universités, professeur de droit public. Vous enseignez à l'Université de Lille ainsi qu'à Sciences Po. Et vous êtes secrétaire général de la Société française de finances publiques, qui est un des grands partenaires de la revue. Et vous êtes d'ailleurs membre du comité de rédaction de la revue Gestion et Finances publiques. Vous êtes spécialiste des questions de finances publiques, mais on peut le dire, très grand spécialiste des questions de fiscalité. Et merci beaucoup pour votre expertise ce matin. Vincent Delahaye, Monsieur le Président, vous êtes vice-président du Sénat, sénateur de l'Essonne, vous avez été d'ailleurs vice-président du Conseil général de l'Essonne, vous avez été maire de Massy, donc vous avez été un élu de terrain. Et aujourd'hui, vous êtes très actif au sein de la Commission des finances, où vous valorisez vos compétences de base, qui sont celles d'un ancien étudiant de l'ESSEC et d'un expert comptable. Et vous écrivez beaucoup, récemment, en novembre, un dernier ouvrage sur les vertus de l'équilibre et la question du quoi qu'il en coûte. Et puis aussi, en 2020, toujours aux éditions de Londres, un ouvrage sur révolution fiscale, où vous consacrez un chapitre très pédagogique, très riche en réalité, sur la question de la fiscalité écologique. Donc merci pour ce double regard à la fois d'élu, mais aussi d'expert. Alors Nicolas Garnier, je vous prie de l'excuser, c'est les aléas du direct, et comme on a joué la carte du full présentiel sur cette table ronde, il a été pris dans un retard TGV. Ça arrive encore, et il va nous rejoindre sur le coup de 11h, 11h30 à peu près, mais il sera là pour contribuer à la réflexion. Alors, simplement vous dire qu'il est directeur général de Amorce. Amorce, c'est un réseau qui accompagne les acteurs locaux, les collectivités, mais pas seulement, les acteurs locaux, dans la transition écologique, et il le fait depuis 17 ans. Il est directeur général de la structure, et il est de formation ingénieur des mines. Ce sera notre ingénieur, si on peut dire, de table ronde. Christophe Pourreau, vous m'avez demandé de faire sobre. Vous êtes directeur de la législation fiscale depuis 2017. Donc vous êtes l'État fiscal en la matière et vous travaillez beaucoup en interaction avec les instances européennes. Donc grand merci de votre expertise et de votre regard opérationnel sur ces sujets compliqués. Et enfin, alors, Pascal Saint-Amand est retenu à Bali, pour de bonnes raisons d'ailleurs, qui interceptent pour partie notre thème de ce matin, mais on a la chance d'avoir le chef du département des taxes environnementales, de la fiscalité environnementale de l'OCDE, Kurt van den Der, que je voudrais présenter rapidement parce qu'il a un profil qui correspond tout à fait à celui de notre revue. C'est un ancien universitaire. Il est docteur en économie de l'Université de Louvain. Il a été full professeur, à l'Université de Californie d'Irvine. Et il a, depuis quelques années, intégré l'OCDE comme chef du département taxes environnementales. Et il va nous donner un éclairage international essentiel, en réalité, sur ces questions. Merci de vous être rendu disponible et d'avoir réajusté les choses ce week-end. Merci beaucoup, Kurt. Alors, pour commencer ce débat, j'ai envie, on va le structurer de façon un peu interactive, de vous proposer 3 tours de table. Un premier tour de table, on va poser l'actualité de chacun et on va poser la sensibilité politique du thème, dans un premier temps. Un deuxième tour de table, un peu plus technique, on reviendra sur les questions de définition. Qu'est-ce que c'est que les taxes environnementales? C'est pas si simple que ça et il faudra défricher. Et puis un troisième tour de table, sans doute le plus opérationnel, le plus sensible. Quelles conséquences de la fiscalité environnementale sur la compétitivité des entreprises et sur les citoyens en termes d'acceptabilité? Et là, on va revenir à la matière inflammable que j'évoquais tout à l'heure, et avec des propositions. Nicolas Garnier en a quelques-unes. S'il n'est pas là, je m'en ferai l'écho. Mais comment on fait pour avancer de manière maîtrisée, prudente et précise? Si vous le voulez bien, on va commencer. Monsieur le Président,
Vu du Sénat et de vos responsabilités, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la sensibilité entre l'urgence verte à agir et l'alerte jaune à faire attention? Merci, merci de m'avoir invité tout d'abord pour ce colloque. Je suis venu en voisin puisque le Sénat est tout proche d'ici, donc c'est assez facile. Je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce qui a été dit précédemment parce que c'est vrai que les collectivités commencent à avoir des budgets verts quand même assez importants et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Donc c'est quand même un phénomène assez récent. L'intervenant précédent disait que c'était effectivement une évolution qu'il fallait essayer d'amplifier, mais elle s'est déjà beaucoup amplifiée en quelques années. Quelques années, on a vu une évolution considérable. Et c'est vrai que moi je suis sénateur depuis 10 ans, je suis à la commission des finances du Sénat depuis 10 ans, et quand on a commencé à parler de la fiscalité environnementale, et ça a été dans la loi d'ailleurs de 2015, la transition écologique, il était considéré que la fiscalité environnementale, verte comme on veut l'appeler, ne devait pas être une fiscalité additionnelle, mais une fiscalité de substitution. Et moi, c'est quelque chose qui me paraissait très important à l'époque, parce que on a en France quand même une fiscalité assez lourde, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, qui vient d'un niveau de dépenses publiques très élevé. On va pas y revenir aujourd'hui, c'est pas le thème, mais c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Et à partir de là, effectivement, je pense que si on veut l'acceptabilité, ça va être la fin de la table ronde, mais si on veut que cette fiscalité soit vraiment comprise par les habitants, il ne faut pas que ça soit une fiscalité de plus, c'est une fiscalité qui vienne alourdir. Alors aujourd'hui, on a, disons en 2016, on devait avoir une cinquantaine de taxes. La France est toujours très, je ne sais pas si le directeur de la fiscalité va pouvoir nous en dire plus, mais on est toujours très inventif en matière de taxes, de niches, d'avantages divers et variés. Et alors, on a 70 niches fiscales, on n'a pas autant de taxes environnementales que cela, mais on a quand même une cinquantaine, 70 en 2016, pardon, c'était 70 pour 50 milliards à peu près de produits à l'époque. Donc il faut fixer un peu ces ordres de grandeur qui sont quand même importants. Et là-dedans, la TICPE, ça doit être un peu plus de la moitié. Ça doit faire 28 milliards, quelque chose comme ça. Donc une fois qu'on a ça en tête, moi comme principe, c'est effectivement une fiscalité de substitution, et ensuite pas une fiscalité punitive, mais une fiscalité si possible positive et incitative. Et pour cela, ça veut dire qu'il faut inciter au bon comportement, au bon choix d'énergie, et je suis pas sûr que la fiscalité actuelle permette d'aller dans ce sens-là. Et on a un défaut aussi dans ce domaine-là comme dans d'autres, c'est qu'on a des taxes sur des taxes. Alors moi j'ai horreur de ça. La TVA qui s'applique à des taxes, donc pour moi c'est pas bon d'avoir cela. Et donc c'est quelque chose qui conviendrait de corriger, forcément. Et puis d'arriver effectivement à trouver la façon dont on peut à la fois inciter plus à des bons comportements, à des comportements vertueux, ce qu'on peut considérer comme des comportements vertueux, et puis assurer aussi une traçabilité, parce que j'ai cité quelques chiffres là rapidement, mais on a du mal aussi à chiffrer l'ensemble de la politique environnementale et verte aujourd'hui en France. Alors, j'ai créé des groupes de travail dans le groupe de l'Union centriste sur la fiscalité, mais j'en ai aussi créé un récemment sur l'énergie, sur la politique énergétique française. Et quand on essaye d'avoir des chiffres et des chiffres fiables sur ce que l'on investit dans le photovoltaïque, dans l'éolien, dans le nucléaire, dans l'hydroélectricité, c'est pas toujours facile d'y retrouver ces petits. Donc c'est vrai que je pense que pour le citoyen, pour l'ensemble des acteurs d'ailleurs du domaine, on aurait intérêt à plus de transparence, plus de clarté pour s'y retrouver et pour avoir plus d'acceptabilité. Et juste pour prolonger le trait, comme le disait votre collègue députée de l'Assemblée nationale, Madame Peyrol, la difficulté de faire avancer ces sujets ensemble, au Sénat et plus globalement au Parlement, vous sentez que ces sujets de fiscalité verte, on le vend en poupe, on a envie d'y aller, ou on est quand même très réservé? Non, je pense qu'il y a une réelle envie d'avancer dans le domaine, mais à partir
en tout cas pour la Commission des finances, à partir des principes que je vous ai cités rapidement. Mais je pense honnêtement qu'il y a une volonté d'avancer, à condition que tout le monde soit bien d'accord sur les principes de base et qu'on les respecte. J'ai entendu. Alors, merci pour cette transition côté international, parce qu'il faut qu'on avance un peu du même pas aussi à l'international sur ces questions-là. Quelle est l'actualité, Kurt, sur le carbon pricing? Votre actualité? Question sanitaire. Ok, merci, c'est parti. Merci pour l'invitation pour l'OCDE. Donc, je remplace Pascal Saint-Amand, qui présente ses excuses, mais il part au Bali, la Bali où les premières réunions du G20 sur, entre autres, le carbon pricing prennent place cette semaine-ci. Donc, il parle du sujet même de cette table ronde. Je vais bien sûr m'exprimer en français. Ce ne sera pas un parcours sans faute, donc veuillez me pardonner et mes excuses à la langue française déjà. L'actualité du sujet à l'OCDE. Donc, l'attention pour la fiscalité environnementale écologique, on peut discuter, a beaucoup évolué. Je suis commencé là en 2013 avec une équipe d'une personne. Maintenant, on a 7 personnes. C'est toujours pas très grand, mais ça a quand même beaucoup évolué. C'était un sujet niche, que c'était pas important, mais un peu à part, un sujet niche. Ça a pris plus d'importance dans les années, et maintenant, aujourd'hui, je pense que je peux dire que c'est devenu une priorité. Depuis à peu près 1 an et demi, 18 mois, avec le Green Deal en Europe, le Fit for 55, dont on parle beaucoup maintenant. Il y a aussi l'élection de Joe Biden. Ça a beaucoup changé. Il y a des évolutions au Canada. Donc, il y a beaucoup de changements. Le sujet est maintenant de priorité. Chose qui a changé beaucoup, et je pense que c'est important et en fait essentiel. Et au début, en 2013, quand je suis commencé, c'était les fiscalistes, donc moi, qui travaillaient avec les experts sur l'environnement climat, donc Environment et Center for Tax Policy. Aujourd'hui, on travaille avec les économistes, donc l'aspect macroéconomique devient clé, et on travaille avec des experts sur le commerce international. Donc, la nature de la discussion a beaucoup évolué d'un sujet plutôt environnemental vers un sujet macroéconomique et avec des aspects en relation avec le commerce international. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, par exemple, on a fait cette année-ci, sous la présidence italienne du G20, on a pour la première fois eu une discussion sur la fiscalité environnementale, plus spécifiquement le rôle de la fiscalité dans la politique climat. Pour la première fois a été discuté pas dans le Environment Track, mais dans le Finance Track. Donc les ministres des Finances ont discuté de ce sujet pour la première fois. Discussion très difficile. On a travaillé avec l'FMI pour fournir des rapports pour la discussion. La discussion est compliquée. Vous pouvez l'imaginer, au sein du G20, les différences sont quand même importantes. Mais la discussion a démarré. Et ça, c'est important. On a le début d'une discussion. Vous savez aussi que dès janvier, c'est l'Allemagne qui prend la présidence du G7. Et pour l'Allemagne, la politique climat et le rôle de la fiscalité dedans sera un sujet clé, un sujet de priorité. Donc, on est maintenant dans une situation où la fiscalité, dans le contexte politique climat, est un sujet majeur. Tout le monde comprend maintenant que c'est un outil efficace et effectif. L'acceptabilité chez les ménages, c'est un problème, un vrai problème. Des soucis concernant la compétitivité, ça aussi c'est un vrai problème. On peut en parler plus tard. Mais donc, il y a beaucoup de discussions et on est impliqué à l'OCDE avec des initiatives pour construire un débat pour éviter des problèmes concernant la
compétitivité liée à la fiscalité environnementale. Donc, il y a un tout nouveau initiative là qui est évidemment lié à les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Ok, merci. On voit que ça bouge au niveau international et ça sort du giron stricto sensu des environnementalistes pour rentrer chez les financiers. Alors maintenant, revenons à la nation, à sa fiscalité et aux négociations peut-être au niveau européen. Christophe Pourreau, monsieur le directeur, comment vous voyez-vous le sujet et quelle est votre actualité sur ce sujet à la DLF ? Bonjour à tous, mais merci pour votre invitation. Quelques mots en introduction sur l'actualité du sujet, la sensibilité du sujet, puisque c'est un peu le sujet du premier échange. La fiscalité environnementale, c'est évidemment une question d'actualité pour le gouvernement, pour la direction de la législation fiscale que je dirige. On l'a vu au niveau mondial avec l'OCDE à l'instant. C'est une actualité au niveau européen, puisque la Commission a adopté une proposition de révision de la directive sur la taxation des produits énergétiques et l'électricité en juillet dernier. Donc les taxes sur l'énergie, on y reviendra peut-être dans le second temps, sont quand même des taxes à connotation environnementale et donc l'adoption de cette proposition de directive et les négociations sur son adoption vont figurer à l'ordre du jour de la prochaine présidence française. C'est un des textes qui seront prioritaires pour nous dans les mois qui viennent. Et puis c'est une actualité aussi au niveau national. On a vu que les débats sur la taxation des produits énergétiques, pour y revenir encore, notamment et puis sur l'électricité, ont été très importants au Parlement cet automne à l'occasion du fait de la hausse des prix de l'énergie, de la hausse à venir des prix de l'électricité avec ce qu'on appelle le bouclier tarifaire qui a été imaginé par le gouvernement et qui va conduire à baisser drastiquement le niveau de certaines taxes, notamment la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, qu'on appelle la TICFE, pour un montant qui va dépendre de la hausse finale des prix d'électricité, mais qui pourrait atteindre au moins 8 milliards d'euros pour ce qui concerne l'électricité, 1 milliard d'euros peut-être pour le gaz naturel, donc des chiffres très élevés. Par contre, on inclut le coût lié à la baisse de ces taxes et les effets en matière de TVA de ces baisses de tarifs. Et puis au-delà de cette actualité, il y a des dispositions chaque année, très nombreuses, en matière de fiscalité environnementale au sens large. Tous les ans, on revient sur les paramètres de l'imposition des biocarburants, sur les barèmes du malus et du bonus automobile. Et donc, ce sont des sujets récurrents chaque année en loi de finances. C'est aussi évidemment une question très sensible, en plus d'être une question actuelle. Si on prend l'exemple du quinquennat en cours, effectivement, il a été un peu rythmé par des sujets politiques ou des crises liées à la fiscalité environnementale. On pense bien sûr au mouvement des Gilets jaunes, dont l'une des causes, peut-être, l'un des facteurs déclenchants, a été la hausse programmée de la fiscalité sur les produits énergétiques au début du quinquennat, même si finalement le mouvement est intervenu un peu avant que cette hausse prenne véritablement, produise tous ses effets, mais du coup c'est au moins pour effet de remettre en cause la trajectoire qui avait été votée en loi de finances pour 2018. On pense aussi aux différents allers-retours qu'il y a eu sur la remise en cause d'un sujet qui est peut-être un peu plus ciblé, mais qui nous a beaucoup occupé, qui est la remise en cause des tarifs réduits de taxes intérieures aussi de consommation sur ce qu'on appelle le gazole non routier, c'est-à-dire le gazole qui est utilisé autre part que dans les véhicules, des camions ou des véhicules particuliers, par exemple des engins de chantier, les moteurs pour faire fonctionner les usines et tous les usages non routiers du gazole. Le gazole utilisé à ces usages bénéficie d'un tarif réduit de taxes intérieures de consommation qui ne répond à aucune justification écologique, mais peut-être à des considérations de compétitivité ou de secteurs concernés, mais c'est souvent des secteurs qui ne sont pas non plus exposés à la concurrence internationale, le bâtiment, les travaux publics ou en particulier. Mais cette hausse qui aurait pu produire des effets, des recettes supplémentaires de l'ordre d'1 milliard d'euros était quand même très élevée
pour les professionnels concernés. Le gouvernement a essayé à plusieurs reprises, les législateurs, de programmer la suppression de ce tarif réduit, et à chaque fois, cette hausse a été repoussée dans le temps, à 3 reprises. Et donc là, l'état du droit, c'est que la hausse devrait intervenir en 2023, donc au-delà des prochaines échéances électorales, mais avec un point d'interrogation, bien sûr, ce qui illustre vraiment la difficulté à mettre en œuvre des mesures qui paraissent tout à fait fondées sur le plan économique, mais qui sont difficiles à faire accepter par les populations concernées. Et puis peut-être un point juste rapide pour conclure sur cet aspect, c'est-à-dire qu'au-delà des questions un peu économiques ou politiques, ce sont aussi des taxes qui connaissent une actualité un peu réglementaire et sur le plan de la gestion publique, parce que ce sont des taxes, notamment les taxes sur les produits énergétiques, dont la gestion va être transférée ou est en cours de transfert de la Direction générale des douanes et des droits indirects vers la DGFiP. C'est selon un calendrier qui s'échelonne dans les années qui viennent. Ça conduit à revisiter largement le fonctionnement de ces taxes, les modalités de contrôle, de gestion, les règles en matière contentieuse. Et ça conduit du coup la direction de la législation fiscale à procéder à une réécriture complète des dispositions législatives en ces matières, en profitant d'une habilitation à légiférer par ordonnance qui a été octroyée par la loi de finances pour 2020. Et donc ça donne lieu à une ordonnance qui devrait être adoptée en Conseil des ministres le 16 décembre prochain, qui va créer un nouveau code, donc le code des impositions sur les biens et services, un code général sur l'ensemble des taxes indirectes en quelque sorte, mais dont l'une des parties essentielles sera consacrée pour sa première version, puisqu'il va être complété au fur et à mesure, puisqu'on a une habilitation à légiférer par ordonnance dont le législateur a proposé la prolongation en loi de finances pour 2022, mais voilà, les taxes sur l'énergie seront dans la première version de ce nouveau code. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un corpus juridique qui soit beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible que le corpus actuel qui était très difficilement lisible, pour permettre aussi un débat public au Parlement, mais aussi dans le débat public sur ces taxes qui soient plus éclairées, parce qu'on aura on aura un code qui sera beaucoup plus clair, qui mettra beaucoup mieux en évidence les différents niveaux de taxation des différents produits énergétiques. Merci beaucoup Christophe, et merci d'avoir rappelé ces nombreuses initiatives très précisément, et d'avoir souligné que la DGFiP, mais aussi la DGDDI étaient engagées dans ces questions-là, parce que c'est quand même encore aujourd'hui le grand préleveur de la TICPE, de la TVA associée et de la TGAP, qui étaient les premières fiscalités environnementales au sens strict qu'on a développées chez nous. Alors, pour Nicolas Garnier qui vient de nous rejoindre, et je le remercie, pour une fois, les problèmes de connexion de Zoom s'effacent pour des problèmes de retard TGV qu'on connaissait dans l'ancien temps. On a fait le point de la sensibilité un peu politique de ce sujet, de l'actualité importante au niveau international, notamment au niveau du G7 et du G20. On a vu que ça bougeait techniquement, mais assez précisément et assez concrètement. Quelle est, votre actualité, du côté d'Amorce, que j'ai présenté tout à l'heure, sur les questions de fiscalité environnementale à l'échelle locale? Bien, d'abord, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Effectivement, c'est pas un problème de serveur, c'est un problème de TGV de base. J'ai enlevé une lunette parce qu'elles ont de la baie comme d'habitude. Alors, si vous me posez la question de l'actualité, elle embrasse un peu tous les sujets que vous souhaitiez aborder dans ce colloque. Donc, on a dû vous dire qu'Amorce, c'est le principal réseau de collectivités d'acteurs locaux dans le domaine de la transition écologique. On œuvre surtout sur les sujets énergie-climat, eau et déchets. Je ne me sens pas légitime sur les autres sujets, donc je n'en parlerai pas. Mais le constat qu'on fait, alors je vais peut-être commencer par une anecdote. Je dis qu'on commencerait comme ça, mais il y a maintenant 2 ans et demi, j'ai eu la chance de déjeuner en tête-à-tête avec le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Et j'ai eu cette chance parce que 3 mois avant les Gilets jaunes, j'ai donné une interview pour la Gazette des communes qui s'appelait « Il va y avoir Bonnet Rouge 2 ». Je m'étais trompé de vêtements, je m'étais trompé de couleur, mais peut-être pas complètement de ce qui allait se passer. Donc j'ai passé 1 heure avec le Premier ministre, une expérience, je ne sais pas si vous l'avez vécue, c'est intéressant quand même.
Pourquoi on a dit ça, en fait, quelques mois avant? Parce qu'en fait, Amorce a été créé sur des questions de fiscalité environnementale. On est à l'origine de la première TVA écologique, qui était la TVA sur la gestion des déchets, 1999, pour ceux qui s'en rappellent. Puis ensuite, la TVA sur les réseaux de chaleur renouvelables, 2005. Au milieu de ça, la création de la TGAP, sur laquelle je reviendrai. Et effectivement, on a l'impression aujourd'hui que cette fiscalité environnementale, elle n'est pas comprise. En tout cas, moi qui représente des élus locaux, je crois qu'elle est peut-être même pas comprise par mes propres mandataires. Donc vous imaginez les populations, d'une certaine manière. Elle est vécue plutôt comme, ça a été dit, y compris sur les ronds-points, comme une punition. Et effectivement, ce que j'ai dit à l'époque au Premier ministre, c'est une fiscalité environnementale n'est pas un projet politique. Ce qui est un projet politique, c'est l'atteinte d'objectifs environnementaux, et la fiscalité écologique est un levier. Il faut savoir que le mot transition qu'on utilise et qu'on galvaude un petit peu, en fait, il a une réalité mathématique. C'est le passage d'un point A à un point B. Le passage d'un point A à un point B, soit ça se passe naturellement. Si je voulais être un peu cynique, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Quand on ne fait rien, ça chauffe. Soit on est obligé d'intervenir pour que le passage du point A au point B se fasse. C'est le cas de la transition écologique. Et finalement, il y a 3 grandes méthodes. La méthode de la facilitation, c'est ce que peut apporter le droit, par des simplifications, par exemple de procédures pour monter une unité d'énergie renouvelable, pour créer un centre de tri, etc. C'est de la facilitation. Il y a un deuxième modèle qui est un modèle de l'encouragement et du découragement, ou de la dissuasion plutôt. C'est les logiques du bonus-malus dans laquelle forcément s'inscrit la fiscalité environnementale, j'y reviendrai. Un troisième modèle, c'est l'obligation ou l'interdiction. Finalement, une fois qu'on a établi cette palette, la fiscalité écologique, elle est quand même assez centrale. Parce que globalement, facilité, on n'atteint jamais. Et obligé, politiquement, c'est pas simple de le faire valoir, interdire encore plus. Donc cette fiscalité, elle est probablement l'outil, le nœud gordien d'une transition écologique qui semble être à peu près acceptée par tout le monde, encore qu'elle revêt des réalités très différentes selon l'acteur pour lequel on travaille. Pour nous, cette fiscalité, elle est évidente. Et effectivement, ce qui, de notre point de vue, a manqué, vous m'arrêtez quand vous voulez, parce qu'en fait, je n'ai pas répondu totalement à votre question, parce que l'actualité, je vais rentrer dans des choses un peu techno, mais je peux en parler un peu. On s'est dit, il y a un procès en insincérité sur cette fiscalité environnementale. En insincérité, la main sur le cœur. On dit aux Français, oui, il y a une forme de signal prix, mais c'est pour le bien de la planète, c'est pour votre bien, etc. Et probablement qu'on n'a pas l'impression que cet argent, c'est ce qui nous a été beaucoup reproché, je dis nous, parce que je considère que je suis dans cette communauté qui a porté cette fiscalité environnementale, j'étais de la commission Rocard, peut-être que certains d'entre eux y étaient aussi, très intéressant, d'ailleurs on y reviendra sur la commission Rocard pour ceux qui y étaient, c'est de dire, on nous a on nous a fait un procès d'insincérité pour injustice, parce que globalement, elle impactait, je pense à la taxe carbone, certains acteurs et pas d'autres, et peut-être pas l'acteur qui était capable du changement. Ça, c'est le deuxième élément. Le signal prix doit être sur l'acteur du changement, ou l'un des acteurs du changement. Celui qui se sent captif se révolte, c'est normal. Celui qui se sent injustement taxé se révolte aussi. Donc, premier combat à mener, le combat de l'équité. Le deuxième combat à mener, c'est l'insincérité sur l'objectif. Est-ce que cette fiscalité est vraiment faite pour atteindre les objectifs environnementaux? Réponse naturelle, chez nous, oui. Chez la population et chez les élus, non. Non, c'est une taxe de rendement. C'est comme ça que c'est vécu. Pourquoi c'est vécu comme ça? Parce que ça l'est. Tout simplement, c'est que cette fiscalité environnementale, elle a été peut-être même générée, pensée comme un signal prix, mais en même temps comme une taxe de rendement. Parce qu'il fallait, c'est juste, c'est légitime. Nos communes ont un budget général. On ne va pas tout faire avec des redevances. Et il y en a bien besoin aussi. Et voilà, si vous avez des enfants à l'école, il faut bien à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui abonde le budget général pour que les écoles tournent. Ça ne peut pas être juste fait avec la taxe foncière, etc. Donc le deuxième sujet, c'est effectivement ce sujet de l'insincérité à l'objectif. Ce qui amène la question de l'affectation. Mot détesté par la Constitution. On y reviendra un peu. Je fais les 4 et puis après je m'arrête. Okay. On développera. Le troisième, c'est le manque de lisibilité, le côté erratique. On l'a créé, je prends la taxe carbone, mais je vous dirai la même chose sur la TGAP. On l'accélère, ou à croissance verte, on la gèle. Ce qui fait que vous soyez un décideur industriel, établissement public, collectivité, ou vous et moi, vous ne savez pas très bien sur quel pied danser. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain, si ça va s'accélérer, baisser. Quatrième, également important, elle doit être protectrice. Et là, c'est un débat sur la question de protéger les plus faibles, qui, de mon point de vue, a souvent été instrumentalité, mais on y reviendra peut-être, parce que finalement, on s'est dit, on va mettre un gros coup de massue, puis on va faire une petite tête sur les pauvres. Normalement, ça va passer.
Et ça passe pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des pauvres. Alors les pauvres sont probablement peut-être pas assez aidés, puis il n'y a pas que des pauvres qui ont le droit aussi de dire moi je suis pas d'accord. Donc voilà les 4 chantiers qui font qu'aujourd'hui nous on propose dans le cadre des présidentielles, puisqu'on parlait de l'actualité, ça va sortir dans quelques semaines, un pacte environnemental basé sur une loi. Alors là, je suis pas le plus grand mécanicien de juriste et légistique, mais une loi organique, je dirais, une loi de programmation de la fiscalité et des ressources environnementales, qui établirait ces 4 piliers et qui définirait ensuite, effectivement, comment taxer la bonne personne, comment affecter, comment rendre lisible et empêcher toute perte de lisibilité, comment s'assurer de la protection des plus modestes et de l'accompagnement du plus grand nombre. Voilà, à mon avis, ce qui est le chantier de la fiscalité environnementale, c'est notre actualité. On en parle avec les différents candidats à la présidentielle. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, je le disais en introduction, d'apporter ce regard d'ingénieur et d'homme de terrain qui complète des regards d'économistes, de juristes, d'experts, plutôt des questions financières. En tout cas, il y a un mot qu'on aime bien chez les comptables, chez les budgétaires, je crois aussi chez les politiques, c'est le mot de sincérité ou d'insincérité. On l'aime moins, celui-là. Et la question de l'insincérité, elle renvoie beaucoup à une question de confusion sur les termes du sujet. Et là, on revient à un problème de base, mais qu'il ne faut pas occulter, c'est qu'est-ce qu'on entend par taxe environnementale et fiscalité écologique. C'est un point clé, et il y a des approches économistes, des approches juristes. Là, pour le coup, professeur Baudu, on aurait besoin de vos lumières pour essayer de faire la part de ce qu'est la fiscalité écologique. Merci. En tout cas, tout d'abord de cette invitation. Je me joins aux remerciements qui ont été adressés à Daniel Lamarck et au rédacteur en chef adjoint de la revue pour le choix de cette thématique. Alors nous, au sein de la Société française de finances publiques, ça fait quand même déjà très longtemps qu'on réfléchit autour de ces questions. Je vois mon collègue Jacques Stendler qui est connecté et il y a déjà plus de 40 ans, il avait lancé des travaux sur ces questions avec son collègue Henri Isaïa et qui avait profondément marqué la doctrine. Je pense aux travaux du professeur Sylvie Caudal, je pense, et dernièrement encore aux travaux que nous avons menés avec Céline Viessant, avec professeur Robert Herzog de l'Université de Strasbourg, qui a longtemps travaillé sur ces questions de définition. Alors permettez-moi, je vais peut-être m'inscrire dans le tour de table qu'il y a eu sur la dimension un peu actuelle du sujet, peut-être avant de revenir sur les questions de définition comme on en avait convenu. Mais c'est vrai que c'est une question que la doctrine se pose parce que la France est une terre fertile en matière fiscale, nous le savons, et on y sème, pour paraphraser un peu Clémenceau, on y sème des pollutions, mais est-ce qu'on y récolte de l'impôt? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent et les jacqueries et la dernière en date nous interroge sérieusement sur ce point, sur effectivement l'acceptabilité d'un impôt supplémentaire. Après le financement de la décentralisation, après le financement de la sécurité sociale, y a-t-il de l'espace pour financer finalement la transition environnementale? Déjà, il y a 20 ans, président Chirac, dans son discours célèbre d'Orléans, indiquait qu'il ne fallait pas augmenter les impôts, mais il fallait effectivement les verdir davantage. Alors, est-ce que 20 ans après, nous sommes parvenus à cette dialectique? C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on regarde le bilan, et nous l'avions dressé dans la revue Gestion et Finances publiques dernièrement, dans le numéro du printemps, les déceptions sont grandes. Les déceptions sont grandes. La TICPE et la part carbone de la TICPE n'a pas connu la trajectoire qui avait été définie dans la loi de programmation pour 2018 du fait de cette jacquerie. L'écotaxe poids lourd, dont tous les verrous juridiques avaient été finalement passés, que ce soit devant le Conseil d'État, que ce soit devant le Conseil constitutionnel, a connu finalement une impasse politique, avec une nécessité de revenir un peu en arrière par de l'expérimentation. C'est ce que nous réclament les Alsaciens depuis longtemps, pour résoudre la problématique de la directive Eurovignette. Et finalement, nous sommes parvenus à cela. Et au départ, c'est ce qu'ils réclamaient. Il y avait eu une généralisation du dispositif. Et puis finalement, on est revenu à de l'expérimentation. Est-ce que c'était pas une voie plus prudente? Au niveau des déceptions, le comité de la fiscalité environnementale en est une aussi. Les parlementaires n'y étaient pas, les magistrats de la Cour des comptes n'y étaient pas non plus. Et peut-être que là-dessus, on aurait pu avoir des avis plus éclairants, peut-être moins de redondance avec les travaux, que ce soit ceux de la Commission des finances, ceux de la Cour des comptes, ceux du comité pour la fiscalité écologique, où parfois effectivement on a des redondances dans les avis ou dans les travaux, et
le député de Courson nous disait que finalement ça s'est traduit par un jaune de plus. Hein, le résultat de ces nombreuses réunions au sein du comité de fiscalité écologique. Puis un dernier point qui suscite parfois l'incompréhension. Suite au rapport de l'inspection générale des finances, il avait été décidé finalement de faire la chasse aux taxes à faible rendement budgétaire dès lors que le produit généré par celle-ci était inférieur à 150 millions d'euros. Le problème, c'est que dans le lot, il y avait de très nombreuses écotaxes qui ont subi finalement des arbitrages défavorables. Je pense à la part ICPE de la TGAP. Et donc là aussi, n'y a-t-il pas parfois des orientations un peu contradictoires? Alors, je voyais que la direction générale des droits de douane et indirects n'était pas présente ce matin suite à la mutation que nous sommes en train d'observer et le fait que la fiscalité environnementale, qui est relevée de sa compétence depuis de nombreuses années, est en train de basculer vers la direction de la législation fiscale au sein de la DGFiP. Faut-il espérer davantage de cohérence dans la mise en place de ces dispositifs? Donc c'est vrai que la doctrine est souvent un peu critique. Elle ne considère pas que le verre est totalement vide, au contraire, hein, on a eu un certain nombre d'avancées. La taxe GEMAPI, par exemple, constitue peut-être une avancée intéressante pour associer davantage les collectivités territoriales à la mise en place de la fiscalité environnementale. Encore faut-il et faudrait-il que les collectivités territoriales soient elles-mêmes convaincues d'aller dans cette direction. Si on reprend la taxe GEMAPI, on voit qu'il y a une certaine hésitation à emprunter ce chemin. Voilà, souvent on dresse un bilan mitigé dans nos travaux respectifs. Alors, permettez-moi de m'excuser pour ce temps un peu provocateur, mais c'est pour relancer un peu les débats. Merci beaucoup. Alors, merci pour le paysage et merci, professeur, de nous donner un éclairage sur les termes du sujet. Taxe comportementale, taxe pigouvienne, taxe environnementale. C'est un peu la difficulté, si vous voulez, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus autour de la définition. Vous avez certains qui vont retenir une définition étroite. Généralement, la doctrine au sein des juristes retient plutôt une définition étroite. Hein. Je pense aux travaux du professeur de Pruy-Chanel sur l'esquisse d'une écotaxe. Il avait retenu des critères assez stricts. Je pense aux travaux de Guillaume Saint-Denis également, dans son plaidoyer pour l'écofiscalité, ou encore le professeur Sylvie Caudal, c'est-à-dire une acceptation assez stricte de ce qu'est la fiscalité de l'environnement, et pas nécessairement la fiscalité liée à l'environnement. Et donc, parfois, c'est une définition étroite qui est retenue par les juristes. Le problème, c'est qu'elle n'est pas toujours opérationnelle. Cette définition très étroite, avec effectivement une assiette étroite, un taux élevé et une volonté effectivement de dissuader de comportements polluants. On parle souvent d'une écotaxe avec une assiette biodégradable qui a vocation finalement à s'auto-détruire dès lors que le comportement disparaît. Parfois pour des questions de statistiques, pour des questions de classement au sein des États de l'Union européenne, on va retenir une définition un peu moins étroite, un peu plus large, avec le risque de basculer vers une taxe de rendement budgétaire qui est inclus dans le champ des écotaxes. Et donc c'est peut-être là le point de débat. Est-ce qu'on peut admettre que l'affectation de la taxe au financement de dépenses environnementales permet d'inclure cette fiscalité comme environnementale? J'en suis pas totalement convaincu. Il me semble qu'une véritable écotaxe est celle qui repose sur un comportement polluant et qui a pour objet de faire disparaître ce comportement en appliquant un taux élevé sur cette assiette, entendue dans un sens étroit. Et là-dessus, je sais bien que ça fait pas toujours consensus, mais en tout cas, la doctrine, on retient généralement plutôt cette définition-là, plutôt qu'une définition trop large, parce qu'à ce compte-là, ça ne veut plus rien dire, et le verdissement de la fiscalité, plus rien. Alors c'est vrai que on a l'article 2 du règlement du 6 juillet 2011, qui retient comme taxe environnementale une taxe dont l'assiette, je cite, est une unité physique de quelque chose qui a un impact négatif, spécifique et avéré sur l'environnement, et ce qui a tendance à réconcilier les juristes autour de cette définition, me semble-t-il. Merci pour ces éléments de clarté, parce que c'est tangent des questions de sincérité ou d'insincérité. Puisqu'on est confronté à des juristes avec une acceptation assez normalement étroite, et puis des économistes qui voient plus large, on va voir comment chaque acteur se positionne. On va commencer par l'OCDE. Pour vous, Kurt, qu'est-ce que c'est le champ
de la taxation environnementale. Et voilà le micro, de nouveau propre et fonctionnel. Merci beaucoup. Donc, en effet, l'OCDE utilise un cadre conceptuel économique pour aborder la question de la fiscalité environnementale. Donc, un champ plus large, beaucoup plus large, trop large, on peut en discuter. Notre travail est de produire des données, des indicateurs, des analyses, dans le but de capturer une réalité économique. Donc, c'est ça le but. Les définitions sont adaptées au but, donc capturer une réalité économique, c'est-à-dire la question est de quelle façon la fiscalité et la politique similaires dans un sens économique, de quelle façon la fiscalité et ces politiques contribuent à mettre un prix sur la pollution. Donc c'est le principe du pollueur-payeur et on essaye de faire le bilan, un bilan assez complet, dans un champ vision large du sujet, des éléments de fiscalité qui résultent en un prix sur la pollution. Je donne l'exemple de la tarification carbone. On a cet indicateur qui s'appelle le taux effectif sur le carbone, Effective Carbon Rates, sur la site de l'OCDE. Le taux effectif sur le carbone est composé de 3 composantes, la taxe carbone, les prix de droits d'émission, ce n'est pas une taxe, mais c'est un prix, et aussi les taxes d'assises, donc le TICPE et d'autres comme ça. Donc les 3 composantes sont dans le taux effectif sur le carbone, parce que nous on pense que toutes ces 3 composantes capturent une réalité économique, c'est-à-dire c'est quoi le prix résultant de la fiscalité et des systèmes qui sont similaires à la fiscalité, c'est quoi le prix sur l'émission de CO2 dans ce cas-là. Donc la taxe carbone, composante carbone en France, qu'est-ce que c'est une modalité de calcul des taxes intérieures de consommation. La taxe carbone, selon la définition de l'OCDE, est une taxe environnementale, dans le sens que le but principal de cette taxe est de réduire la pollution. La TICPE, c'est une taxe, selon la nomenclature de l'OCDE, c'est une taxe liée à l'environnement. Donc le but principal n'est pas environnemental, mais les effets sur les comportements sont similaires ou identiques aux effets qu'a la taxe carbone. Donc il y a cette discussion, est-ce une taxe de rendement ou est-ce une taxe de comportement? C'est toujours les deux. C'est toujours les deux et il faut avoir une vision assez large pour prendre un indicateur qui capture la réalité économique encore une fois. Quelques ordres de magnitude, juste pour illustrer que cette définition large a son importance. Donc, les systèmes d'échange des droits des émissions, European Trading System, s'applique à 22% des émissions des effets des gaz d'effet de serre en France. La taxe carbone, c'est 46% des émissions. Les accises, 60%. Donc l'assiette est beaucoup plus large pour les accises que pour la taxe carbone et pour le système d'échange. Au total, 80% des émissions sont soumises à une tarification carbone en France. Les taux, la taxe carbone, 44,6 € par tonne de CO2. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a beaucoup de gens non français qui pensent qu'il n'y a plus de taxe carbone en France après l'épisode Gilets jaunes. C'est bien sûr pas le cas. On a toujours 44,6 € par tonne. Et en fait, c'est un taux qui est beaucoup plus élevé que la plupart des taxes carbone qui existent dans le monde. Exception pour la Suède et la Finlande et le Danemark, mais pour les autres pays, on a très souvent des taux qui sont beaucoup plus modérés que 44 € par tonne. Le taux effectif sur le carbone, donc on prend les 3 composantes, TICPE, prix des droits d'émission et taxe carbone. Si on regarde dans les transports routiers, on a à 240 € par tonne, le moyen entre le diesel et l'essence. Donc le taux sur le carbone s'élève à plus de 200 € déjà. Pour moi,
il y a une question là, est-ce vraiment une priorité politique d'élever ça encore, vu le taux qui est déjà là? C'est une question, on peut en discuter. Dans l'industrie, l'industrie et l'électricité, je dois dire, donc le prix des droits d'émission, début 2021, c'était 30 €. Aujourd'hui, donc vendredi, c'était 80 €. C'est un record historique, 80 €. Donc, ça monte beaucoup. Au début de 2018, c'était 7 € par tonne. Donc, on est sur une trajectoire qui monte très fortement. Et ça, on va en parler plus tard. Je pense il y a une question sur la compétitivité, bien sûr, qui se présente. Voilà, merci. Merci pour ces précisions et ce regard OCDE sur cette question-là, donc qui change un peu fonction des interlocuteurs et des bases statistiques. Il faut toujours faire attention à comment on source les chiffres qu'on donne parce qu'on ne sait pas vraiment toujours de quoi on parle et merci d'avoir donné le point de vue OCDE. Alors là, je me tourne vers le directeur de la législation fiscale. Entre l'approche juriste plus étroite pour savoir bien de quoi on parle et l'approche économie statistique qui vise à avoir taxé d'une manière ou d'une autre, à donner un prix aux émissions carbone, comment vous vous situez à la DLF, comment vous traduisez ce terme de fiscalité environnementale? Nous sommes très intéressés par les classifications et les débats sur la notion de fiscalité environnementale, mais après, on est chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement et on est assez pragmatique et on n'utilise pas trop des notions trop théoriques de fiscalité environnementale dans la rédaction des projets d'articles de loi. Mais c'est vrai que je me retrouve tout à fait dans les discussions et dans les propos qui viennent d'être tenus. On peut avoir une acception assez étroite, des taxes dites pigouviennes qui visent vraiment à modifier des comportements défavorables à l'environnement ou à encourager des comportements favorables, ou une acception plus large de toutes les taxes en reprenant la définition qui figure dans le règlement européen sur l'ensemble des taxes dont l'un des paramètres un peu un rapport avec l'environnement sur le champ des redevables ou l'assiette de la taxe touche à l'énergie, au transport, y compris même au secteur de la construction, qui conduisent à inclure un certain nombre de taxes qui n'ont peut-être pas un objet affiché environnemental, mais qui ont des effets environnementaux plus ou moins directs ou indirects. Ou aller encore plus loin et inclure dans le champ de cette réflexion les taxes dont le produit est affecté à des dépenses environnementales, mais là, effectivement, je pense qu'on s'éloigne un peu trop du sujet, mais quand vous citiez, monsieur le professeur, la taxe GEMAPI, c'est typiquement ça, c'est vraiment une taxe qui est une taxe additionnelle aux impôts locaux, que sont la taxe d'habitation, la taxe foncière, etc., mais dont l'objet est de financer les dépenses de lutte contre les pluies, enfin les inondations, etc. Mais voilà, mais son assiette n'est en rien liée à l'environnement. Bon. Et puis on veut aussi inclure l'ensemble des dépenses fiscales dont parlait le sénateur Delahaye au début, qui peuvent être favorables ou défavorables, enfin certaines qui ont été instituées pour encourager des comportements vertueux, et qui peuvent rentrer un peu aussi dans le grand débat de la fiscalité environnementale lorsqu'on crée des crédits d'impôt en faveur de la transition écologique, en faveur de l'achat de produits économes en énergie. Ça peut se rattacher d'une manière ou d'une autre à la fiscalité environnementale. Toujours est-il qu'il y a une classification, un recensement qui a été effectué ces dernières années dans le cadre du budget vert, qui est un nouveau jaune, je crois, effectivement, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est-à-dire l'exercice fait par le gouvernement pour essayer de qualifier les différentes, en regardant les différentes dépenses et toutes les recettes fiscales, quelles sont celles qui sont favorables, défavorables à l'environnement, ou plutôt neutres, pour informer le Parlement, le grand public de ces données et pour éclairer un peu le débat public sur ces matières. Dans le recensement qui a été fait et qui retient plutôt une définition correspondant à celle qui figure dans le règlement européen ou à celle de l'OCDE. Donc j'ai effectué le décompte là en venant ce matin, 80 taxes qui sont recensées pour un produit de l'ordre de 66 milliards en 2022. Donc
des notions des taxes très diverses. On a tout un continuum de la taxe qui répond le mieux à la notion de taxe environnementale, à des taxes qui sont beaucoup plus éloignées, des taxes sur les constructions ou par exemple des taxes sur les pylônes, sur les centrales nucléaires, enfin des taxes qui ont beaucoup moins d'effets incitatifs. Le produit principal, comme l'a dit le sénateur tout à l'heure, c'est effectivement les taxes intérieures de consommation, TICPE, TICGN sur les gaz naturels, TICFE sur l'électricité, AL3, et avant l'amendement qui a été adopté en première lecture sur la baisse de la TICFE, c'était de l'ordre de 45 milliards d'euros de recettes, soit à peu près entre les 2/3 et les 3/4 de l'ensemble des taxes environnementales recensées dans le budget vert. Et ces taxes sont des taxes qui ne sont pas des taxes comportementales, mais des taxes de rendement, les taxes intérieures de consommation. En tout cas, nous, on veille bien à les présenter toujours comme ça au Parlement et devant le Conseil constitutionnel, parce que si jamais on les présentait comme des taxes à objectif comportemental, elles seraient manifestement contraires à la Constitution, parce que elles ne couvrent pas tous les comportements polluants correspondants. Elles comportent un certain nombre de tarifs réduits, dont certains pourraient être justifiés du point de vue constitutionnel, dans la mesure où ils intègrent d'autres considérations, d'autres motifs d'intérêt général, comme le respect de la prise en compte de la compétitivité de certains secteurs d'activité, mais dont certains ne sont pas du tout justifiés. Je parlais tout à l'heure du tarif réduit sur le gazole non routier. Bon, si on présentait la TICPE comme une taxe comportementale, on ne pourrait pas justifier, au regard du principe d'égalité, un tel tarif réduit et une surtaxation des véhicules particuliers par rapport aux véhicules de transport routier de marchandises, par exemple. Donc nous, oui, pardon. Non, allez. Voilà, on a bien conscience qu'il y a tout un continuum de taxes très variées. On essaye, en répondant à la commande politique, d'adapter la façon dont on les conçoit à l'objectif politique affiché, en évitant tout écueil juridique, même s'il y a eu des accidents industriels par le passé, comme la taxe carbone en 2009, ou même si on revient plus avant dans le passé, la TGAP en 2000, la TGAP sur l'électricité, qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle était censée lutter contre les émissions de CO2, mais elle incluait l'électricité dans son champ d'application, alors que l'électricité n'est pas carbonée en France pour la grande majorité de la production d'électricité. Donc, fort de ces erreurs passées, je dirais, nous veillons à bien définir les taxes de façon sécurisée sur le plan juridique par rapport à leur objet. Je terminerai en citant peut-être une taxe qui nous paraît vraiment l'exemple de la taxe environnementale qui fonctionne et qui est conforme vraiment un peu à la théorie. C'est ce qu'on appelle, qui a connu divers changements de dénomination aux années récentes, mais aujourd'hui qu'on appelle la taxe incitative, donc relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports, la tire verte, pas très joli, mais qui incite à l'incorporation, au départ qui était conçue pour inciter à l'incorporation de biocarburants dans les carburants. Donc c'est vraiment une taxe qui est assise sur les volumes de carburant mis à la consommation, avec un tarif très élevé, mais un abattement qui est proportionnel au volume de biocarburants qui sont incorporés dans les carburants. Et lorsqu'on atteint une cible d'incorporation, la taxe devient nulle. Et son champ donc ces paramètres évoluent chaque année pour tenir compte des objectifs fixés par l'Union européenne ou par le législateur en matière d'incorporation de biocarburants. Quels biocarburants? Des biocarburants plus ou moins avancés, plus ou moins respectueux de l'environnement. Son champ a été élargi à d'autres comportements, justement l'incitation à l'installation de bornes électriques dans les réseaux de transport, l'incitation à la production d'hydrogène dans des conditions favorables à l'environnement. Et son produit est nul, ou quasi nul, je crois que c'est 1 million d'euros. C'est tout à fait conforme à l'objectif d'une taxe qui vise à modifier des comportements, et lorsque ces comportements sont modifiés, le produit de la taxe est nul. Donc c'est vraiment l'exemple pour nous mais
c'est une exception dans la liste des 80 taxes, enfin en tout cas il y a quelques-unes qui peuvent un peu répondre à ces définitions aussi, mais de taxes vraiment à vocation environnementale et comportementale qui fonctionnent plutôt bien. Merci. Voilà, on est rentré dans la complexité et voir la complication du sujet. Rapidement, pour conclure ce deuxième tour de table, avant d'arriver sur la question compétitivité, acceptabilité, mais quand même, Nicolas Garnier, et vous, pour terminer, Monsieur le Président, pour terminer ce deuxième tour de table, comment vous appréhendez, alors, comment vous faites la pédagogie de la fiscalité environnementale? Comment vous traduisez cette fiscalité environnementale? Tout sur le comportemental, question des rendements, l'interaction entre les deux. La question est de nature très pédagogique et très politique en réalité. Rapidement, Nicolas Garnier, puis après vous, Monsieur le Président. J'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. C'est vrai qu'en fait, l'exercice est de plus en plus difficile à réaliser sur le terrain. Je dois dire aussi, parce que j'ai peur de l'oublier, que on a tendance à parler de la fiscalité environnementale en pensant à l'échelle nationale. En réalité, il se passe deux choses actuellement qui, à mon avis, ouvrent le chantier plus largement. C'est en quoi il peut y avoir une forme de fiscalité environnementale à l'échelle locale. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la GEMAPI. Mais je vais balayer devant ma porte, la bonne vieille taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas très comportementale. C'est pour ça qu'on a créé, amorce la TOMI, pour ceux qui la connaissent. C'est une invention avec la DLF, une créativité, une créature étrange qui mélange justement le problème de l'île locale, qui est une taxe de rendement parce qu'il faut quand même que les bennes passent tous les matins, et une part variable pour créer le début d'un comportement. Donc, nous on se dit aujourd'hui qu'il y a probablement quelque chose aussi à retravailler, à réinventer sur la fiscalité locale en lien avec la cause environnementale, ça a été évoqué. Et puis arrive la fiscalité environnementale européenne, une taxe plastique par exemple, qui est encore un peu confuse dans les yeux de tout le monde, mais qui montre que l'Europe commence à faire ça. Alors, et là encore, on retombe sur un biais, et je ne réponds pas totalement à votre question, mais je voudrais pas l'oublier, parce que ça fait partie de la pédagogie, c'est ce sentiment que globalement, on crée une taxe peut-être plus pour se créer une ressource que pour atteindre un objectif. Et quand la taxe européenne est sortie sur le plastique, ça a eu le même effet. Quand la TGAP est sortie, ça a eu le même effet. Donc de notre point de vue, il y a cet élément-là qui va vraiment falloir avoir en tête, ces trois dimensions, locale, nationale et européenne, pour qu'elles s'imbriquent bien, elles se coordonnent bien, et que ça donne l'impression d'un package qui a du sens pour l'usager final, qui a du sens pour l'élu local également. Deuxième élément, c'est il faut vraiment on a peu parlé de la TGAP, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure si on arrive sur la compétitivité, mais c'est tellement trivial que je pense que tout le monde va comprendre dans la salle. Cette fiscalité, elle a été créée pour arrêter la décharge dans ce pays, en gros, pour considérant que c'est le moins bon des modes de gestion d'un déchet. Or aujourd'hui, cette fiscalité, elle est payée uniquement par un acteur, qui est la collectivité locale ou l'entreprise qui produit du déchet. Donc ça part du principe pollueur-payeur. Je produis le déchet, donc je paye. La réalité, c'est que la production d'un déchet, si vous prenez votre poubelle, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, je vais aller assez vite, mais c'est 600 kilos par habitant, à peu près, ce qu'on produit, vous et moi, un peu plus en agglo qu'en milieu rural. En réalité, aujourd'hui, vous avez un tiers de ces déchets qui sont dans des logiques de filière de recyclage. Donc, si on fait le bon geste, je vous invite à le faire, ça ne va pas aller en décharge. Il y en a un tiers, c'est la matière organique. Compliqué, mais je ne veux pas y revenir, c'est pas le lieu. Puis, il y a un tiers de choses qui ne se recyclent pas. Si vous avez des enfants, les couches culottes ne se recyclent pas, 46 kilos par habitant. Si vous êtes fumeur, un briquet, si vous êtes écrivain ou si un stylo, etc., etc. Et vous en avez comme ça des multitudes. Et la réalité, c'est à quoi sert une TGAP dont l'assiette se pose, y compris sur des produits dont nous savons tous qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs que dans une décharge. Aujourd'hui, c'est cet élément qui est le plus dur à expliquer à des élus locaux, qui disent, nous on a mis en place un certain nombre de choses, on est bon, on n'est pas bon. Mais la réalité, c'est effectivement que on me taxe sur une part d'un gisement qui ne peut être que dans la décharge. Et là, le sentiment d'injustice, il est aussi fort que sur d'autres. Effectivement, on a un problème de pédagogie, mais comprenez aussi que mon travail consiste à essayer de convaincre les autres acteurs que oui, nous on croit à une fiscalité environnementale, mais il faut vraiment en changer les règles du jeu, parce que sinon, à un moment donné, le système va se casser. On a aujourd'hui des élus qui disent ne plus vouloir payer la TGAP. J'avais jamais entendu ça, moi. C'est 25 ans que je travaille là-dedans. Ils disent, je la paierai pas l'année prochaine, on verra bien ce qui se passe. Enfin, vous voyez, une sorte de rébellion. Donc je pense que la question de la pédagogie, elle est importante, mais il n'y aura pas de pédagogie si nous-mêmes, notre modèle, il n'est pas suffisamment clair sur les attendus, en particulier sur la question comportement versus rendement, sur lequel on manque finalement d'une ligne directrice. Moi, je trouve que entre ceux qui disent c'est pas du tout affecté, on efface tout, et ceux qui disent il faut tout affecter, il y a probablement une ligne intermédiaire
à trouver, parce qu'il y a à la fois besoin de rendement et à la fois besoin de comportement et surtout d'affectation à la cause. Parce que payer une taxe pour au final ne pas atteindre un objectif, vous êtes certain de la réaction et des élus et des populations. Désolé d'avoir été peut-être redondant ou pas répondre à la question. Monsieur le Président, sur la question de la lisibilité du sens, est-ce qu'on est sur le rendement, est-ce qu'on est sur le comportement, comment vous, en tant que politique, vous gérez ces, non pas ces contradictions, mais ces complémentarités? Non, mais bon, c'est effectivement très intéressant parce que à travers les interventions des uns et des autres, on comprend pourquoi finalement personne n'y comprend rien et pourquoi l'acceptabilité est très compliquée. Alors c'est la dernière partie de nos interventions, mais ça rejoint. Alors moi j'entends avec plaisir Amorce parce que j'aimerais bien prendre connaissance du projet de loi qu'ils ont initié sur le sujet, parce que justement comment ils ont fait la part entre rendement et comportement. Parce que finalement, c'est un des sujets centraux de cette politique de fiscalité environnementale. Et est-ce que dans le projet de loi, c'est clair, net, précis, sachant que le rendement, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre le rendement, mais le rendement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit être de la substitution. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pas de l'additionnel. À la limite, le comportement, on peut considérer que ça peut être de l'additionnel puisque c'est destiné à disparaître, a priori, puisqu'on souhaite faire évoluer des comportements, et c'est là où il faut viser juste aussi. Il faut viser juste parce que faut quand même que ce soit des personnes ou des agents qui puissent changer de comportement. Parce que s'ils n'ont pas d'autres alternatives, c'est compliqué quand même. Là, c'est punitif. Donc ça doit être incitatif et ça doit être destiné effectivement à disparaître. Et ensuite, il doit y avoir de la traçabilité, c'est-à-dire qu'on doit comprendre pourquoi on fait ça. Alors une taxe de rendement sur l'électricité, comme on l'a dit tout à l'heure, l'électricité française, elle a la chance d'être, grâce au nucléaire, d'être très décarbonée. Donc c'est plutôt une chance. C'est pour ça que moi je plaide à titre personnel. Je suis pas tellement suivi, mais enfin bon, au Sénat on avait réussi à faire voter cet amendement sur la TVA zéro, sur même s'il faut des évolutions européennes, mais il faudrait que le gouvernement français pousse dans ce sens, ce qui ne me paraît pas pour l'instant être le cas, mais si on pouvait pousser à faire en sorte que l'électricité, qui est un produit de première nécessité, comme l'eau d'ailleurs, l'eau c'est un produit de première nécessité, moi je pense que la TVA zéro sur ces produits de première nécessité qui sont produits en France, ça serait une bonne chose à mon avis. Mais enfin bon, donc je pense qu'il faut là-dessus à la fois de la clarté, de la lisibilité, de la transparence, pour que les acteurs comprennent bien la politique publique qui est poursuivie, qui doit être bien expliquée. Et après, entre rendement et comportement, je pense qu'on peut expliquer les choses simplement pour que ça puisse être acceptable. Ok, merci. C'est un beau défi et qui réclame effectivement peut-être beaucoup de simplification avant de pouvoir entamer une pédagogie un peu facilitée, si je puis dire. Troisième tour de table, last but not least, avec deux pôles. La question, fiscalité écologique au sens large ou étroit, quel impact sur la compétitivité des entreprises? Là, je vais laisser la parole à Kurt van den Neller, parce que vous avez beaucoup travaillé, je crois, et beaucoup réfléchi sur ces questions-là, qui se posent dans une économie mondialisée forcément à une échelle monde, OCDE, à minima européenne. Et puis un deuxième temps, pour lequel d'ailleurs il y a une question qui nous est venue du web, où je laisserai la parole à Nicolas Garnier, parce que je crois qu'il a des idées pour essayer de rendre plus acceptables ces taxes environnementales, et ça sera intéressant de partager ces idées, d'avoir une brève réaction peut-être conclusive pour essayer de tirer vers le haut, essayer d'avancer en dépit de la difficulté. Kurt, d'abord, compétitivité. Oui, merci. Donc, comme je viens de dire, donc le prix carbone, parce que je vais parler que la tarification carbone dans le contexte de la compétitivité. Début 2018, on était à 7 € par tonne dans le système d'échange en Europe. Début 2021, 30 € par tonne. Aujourd'hui, 80 € par tonne. Ça, c'est au sein de l'Union européenne, ce qui veut dire que la différence entre le prix de CO2 pour l'industrie européenne et pour l'industrie exportatrice vers l'Union européenne est très importante. Il n'y a pas de juridiction où le prix du carbone est aussi élevé qu'en Europe. Donc, les émissions sont très chères ici. Quoi faire? Il se pose un problème de compétitivité, pas pour toutes les industries, mais pour quelques industries. C'est quoi la solution? Il y a une solution actuelle, et la solution actuelle est d'attribuer des droits d'émission gratuitement
au secteur, et je vais lire ça parce que c'est très compliqué, au secteur tributaire de commerce et à forte intensité d'émissions. Donc ça, c'est la solution actuelle, des droits d'émission gratuits pour les secteurs où le problème est particulièrement prononcé. C'est une solution partielle pour au moins deux raisons. D'abord, il y a une perte d'effectivité. Si on va donner des permis gratuitement, l'incitation est affaiblie. Deuxième problème est, même avec cette perte d'effectivité, il y a pour les entreprises européennes, bien sûr, encore une incitation de trouver des moyens pour réduire les émissions. Et ces coûts d'abattement peuvent coûter très cher. Il y a cette incitation au sein de l'Union européenne et pas ailleurs, parce que le prix carbone ailleurs est normalement beaucoup plus faible. Donc il y a cette asymétrie et l'asymétrie devient très très large et très prononcée et ça va devenir de pire en pire parce qu'il y aura de moins en moins de droits d'émission dans le système vu les ambitions pour réduire les émissions. Donc cette solution avec des permis gratuits, ça ne peut pas durer. Il y en aura de moins en moins dans la durée, tout simplement. Solution alternative, il y a cette proposition sur les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM. Donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui entrerait en vigueur en 2023 dans le sens administratif et dans le sens financier en 2026. C'est quoi le but? En un mot, l'idée est très simple. Le système d'ajustement appliquerait le même prix carbone pour les exportateurs vers l'Union européenne que pour la production dans l'Union européenne. C'est ça l'idée. L'économique donc est très simple. Dans un sens administratif, c'est très compliqué et il y a beaucoup de travail dans les commissions à ce point-ci pour traduire cette idée simple dans des règles qui peuvent être appliquées. Mais l'idée est donc d'avoir un système qui est en vigueur complète en 2026. Beaucoup de questions se posent. Quel système est-il compatible avec les règles de l'OMC? C'est pas évident, mais je suis pas spécialiste, c'est une question légale, donc je suis pas du tout spécialiste. Mais je pense que la réponse modale, disons, dans une littérature assez vaste, est que sous l'article 20 de l'OMC, il devrait être possible d'avoir une politique environnementale qui est compatible avec les règles de l'OMC. C'est pas tout à fait clair, mais il y a ce point de vue que oui, ça devrait être possible sous quelques conditions. Une condition, par exemple, sous l'article 20, c'est une politique environnementale, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'exonération de la prix carbone possible pour les exportateurs de l'Union européenne vers d'autres pays. Et ça, c'est une asymétrie qui reste, par exemple. Donc, compatible avec les règles de l'OMC peut être probable. Cela ne veut pas dire que tous les autres pays sont très enthousiastes sur la proposition, sur cet ajustement. Il y a beaucoup de réactions. Il y a des pays qui sont en train de, en réponse, d'introduire des systèmes de tarification de carbone. Par exemple, le Taipei chinois a introduit une taxe carbone en disant si on a cette taxe carbone ici, on va réduire les coûts pour nos exportateurs vers l'Union européenne parce que la tarification, selon la proposition de l'Union européenne, l'idée est de réduire le taux s'il y a une taxe carbone dans la juridiction de l'exportateur. Donc il y a ça, il y a cette discussion au sein du Kazakhstan, aussi en Russie en fait, un peu en Japon, en Corée. Donc il y a beaucoup d'initiatives résultant de cette proposition pour introduire de la tarification carbone dans quelques pays.
Et il y a d'autres réactions. Par exemple, les États-Unis disent, ouais, nous, on ne va pas mettre une tarification carbone parce que politiquement, ce n'est pas possible chez nous. Et donc, on va faire autre chose, on va faire des incitations fiscales, on va faire des réglementations, on va faire un effort. Nous, on veut que l'Union européenne prenne compte de cet effort en mettant un ajustement aux frontières ou pas. Donc, l'argumentation est, nous, on ne fait pas les prix, mais on fait quelque chose, et ce quelque chose, il faut le prendre en compte. Donc ça, c'est une discussion qui est émergente, et l'OCDE est là-dedans pour essayer de développer le dialogue dans un autre cadre inclusif. Maintenant, pas BEPS, mais le cadre inclusif sur la tarification carbone pour structurer ce dialogue-ci, et ça c'est notre boulot maintenant. Bah, bon courage. Le débat est lancé à l'échelle internationale. Alors là, Nicolas Garnier, je vais faire appel à votre sens de la synthèse d'ingénieur des mines. Si vous aviez en 3 minutes 3 idées à faire passer pour rendre plus acceptable vis-à-vis des citoyens la taxe environnementale, s'il fallait en retenir une ou deux, mais enfin, sur quoi vous insisteriez? Et puis après, très rapidement, comme on a eu 3-4 minutes de retard au début de la table ronde, une réaction un peu de chacun d'entre vous pour conclure, et puis pour table. Mais des idées un peu Pucci. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, je me demande, tout à l'heure on a dit qu'on n'avait peut-être pas tous la même conception de la taxe environnementale. Je crois que le premier sujet, c'est de convaincre la population de l'urgence de la transition écologique. Parce qu'en fait, une partie du débat, qui est en fait qu'une partie de la population n'a pas complètement pris la dimension des difficultés qui nous attendent. Donc, acte 1, il faut vraiment qu'il y ait une sorte de cohérence, de partage de la situation, sinon on a l'impression que finalement on fait ça un peu pour la gloire, en particulier quand on pense au changement climatique. Il y a ceux qui disent qu'ils y croient pas, il n'y en a pas beaucoup, il y a ceux qui croient que c'est très grave, il y a quand même toute une population qui dit c'est grave, mais bon, moi il faut que je continue, quoi. Donc ça c'est un premier sujet quasiment sociétal. Le deuxième, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est effectivement de poser les règles du jeu entre l'atteinte le passage d'un point A à un point B. Est-ce que vous voulez des interdictions, des obligations, ou est-ce que vous voulez une fiscalité et présenter comme ça? Je trouve ça quand même plus acceptable par la population de dire il y aura des bonus-malus plutôt qu'il y aura vous aurez interdiction de louer, de vendre, d'acheter, etc. Donc ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est effectivement, si on est d'accord sur cette fiscalité environnementale, d'en établir les fondamentaux. Je crois qu'on a esquissé tous un certain nombre de pistes. Quatrième niveau, c'est effectivement d'accepter ces 3 dimensions. Et bon, pour parler pour ma paroisse, moi je suis assez persuadé que l'avenir de la fiscalité locale tient aussi à un verdissement, pour reprendre les mots du président de la République il y a quelques années. La taxe foncière n'est pas verte, la taxe l'IFER n'est pas verte, la CVAE n'est pas verte, etc. Donc il va falloir aller vers ça. Puis un dernier élément quand même qui manque, c'est ce qu'on fait avec cet argent. Il y a eu des débats au moment des Gilets jaunes qui ont montré qu'on n'était pas très clair. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des débats au Parlement d'ailleurs sur mais qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Je crois qu'il y a vraiment un travail de pédagogie qui doit dépasser le jaune, parce que le jaune, c'est un travail d'expert, ça c'est inutilisable. J'ai même quelques parlementaires qui m'ont dit mais moi j'ai pas compris, je me permets, mais donc c'est inutilisable pour la population. Donc il y a un travail pour expliquer et pour créer un vrai projet politique. Le projet politique, c'est d'abord la transition écologique et ensuite la fiscalité arrive derrière. Donc, j'ai peut-être été là aussi un peu imprécis, mais il y a au moins 5 grands blocs dans le chantier qui pourraient être le nôtre, parce que je pense qu'un certain nombre d'acteurs, que ce soit dans le domaine environnemental, dans le domaine des entreprises, etc., il y a une adhésion à l'idée de la fiscalité écologique. Il n'y a pas j'allais dire un blocage complet, mais du côté des populations, il y a un travail immense pour que cette fiscalité soit en lien avec la vraie vie. Et c'est ce que nous a dit Gilets jaunes il y a quelques années. Ok, merci. Écoutez, chacun à peu près 30 secondes à 1 minute pour conclure, avec peut-être la réaction qui vient d'un de nos participants en web, qui nous suggère de sortir du débat de la fiscalité indirecte, qui est largement le cas pour la fiscalité environnementale, et de l'affirmer dans le champ de la fiscalité directe, et de dire pourquoi pas un supplément d'IR estampillé vert, et qui soit affecté. On revient à la question de l'affectation en réalité. Donc voilà, je livre ça à votre réflexion. Mais pour conclure, pour vous, le message clé, professeur Baudu. En 1 minute? En moins d'1 minute. En moins d'1 minute. Bon, déjà, ça peut passer par l'éducation et l'apprentissage de ces notions, notamment dans les facultés de droit. C'est pour ça que ça me permet de saluer mes étudiants que j'ai amenés ce matin
pour suivre effectivement ces débats, parce que je pense que ça passe déjà par là, par l'apprentissage. Dans les facultés de droit, l'apprentissage de la fiscalité environnementale, ça avait un peu disparu. Les économistes, chez les économistes un peu moins, mais chez les juristes, ça avait été un peu délaissé. Ça peut passer par effectivement une contrainte constitutionnelle ou une contrainte européenne plus forte. On parlait tout à l'heure de la révision de la directive énergie. C'est une piste qui est évoquée depuis de nombreuses années au sein de l'Union européenne. Moi, je m'étais interrogé il y a quelque temps avec la Charte de l'environnement. Est-ce qu'elle vient au service de la fiscalité environnementale ou pas? Je crois que le Conseil constitutionnel nous a clairement répondu sur ce point, mais de là à considérer que parce qu'il y a une jurisprudence exigeante de la part du Conseil constitutionnel, on ne construit pas des écotaxes, ou en tout cas on hésite à construire des écotaxes, il me semble que dès lors que le dispositif est cohérent et qu'il n'y a pas disproportion dans les exonérations prévues, on peut tout à fait passer la barrière du Conseil constitutionnel, me semble-t-il. L'acceptabilité, elle passe également par un respect du principe de l'égalité de l'impôt, parce que l'impôt est un outil parmi d'autres, mais en matière financière, il y a d'autres outils. Guillaume Saint-Denis parlait notamment des redevances environnementales. Ça peut être un autre outil pour assurer le financement des services publics à destination de la protection de l'environnement naturel. Et puis, il y a des exigences de sécurité juridique, il y a des exigences d'intelligibilité de la loi fiscale, il y a des exigences de stabilité de la norme fiscale qui me semble être tout aussi important pour assurer l'acceptabilité de l'écotaxe. J'espère que j'ai respecté le temps qui m'était dévolu. Et j'ai apprécié cet effort. En 30 secondes, mais un peu plus s'il le faut. Monsieur le directeur, vous, votre sentiment sur cette acceptabilité. Le sénateur, vous conclurez, monsieur le sénateur? Merci. En quelques mots sur les pistes, de façon un peu télégraphique, et dans le respect pour nous de l'autorité politique, parce qu'on est aux ordres de nos autorités sur ces sujets, mais ce à quoi je crois, c'est effectivement une clarification du droit et de la norme. J'ai parlé tout à l'heure du chantier de recodification, de création d'un nouveau code qui est sur le point d'arriver, et il me semble très favorable à avoir un débat plus éclairé sur ces questions. Ça fait notamment, par exemple, apparaître la réalité du fait qu'en France, l'électricité non carbonée est beaucoup plus taxée que le gaz naturel. Bon, ça pas beaucoup de monde le sait, mais ça le fera apparaître clairement. Ça pourra susciter des questions, éventuellement des modifications. De la stabilité, ou en tout cas de la prévisibilité sur le plan de la norme, je suis tout à fait aussi favorable à cette orientation, plus de la prévisibilité peut-être que de la stabilité, parce que le Parlement a quand même le droit de changer la norme. Mais par exemple en matière environnementale, c'est vrai que les évolutions fiscales se font souvent avec une entrée en vigueur décalée. J'ai parlé tout à l'heure de la fiscalité des biocarburants, les modifications se font toujours avec un décalage d'1 an ou 2 ans. De même, lorsqu'on a réformé un certain nombre de taxes environnementales, ou qu'on a imaginé une chronique de hausse de la TICPE, c'est toujours de manière pluriannuelle pour donner un peu de la visibilité aux acteurs, notamment les acteurs économiques. Troisièmement, je pense qu'effectivement, compte tenu du niveau de prélèvement obligatoire qui est le nôtre, même si après ce sont des choix politiques, est sans doute raisonnable de penser que ça doit se faire à un niveau constant, et donc les hausses de taxes environnementales doivent être compensées par des baisses d'autres taxes ou des aides en direction des acteurs économiques concernés en maintenant le signal prix, des aides notamment en faveur des ménages soit modestes, soit qui sont dans des zones où ils n'ont pas la possibilité de recourir à des comportements alternatifs moins polluants. On a bien cette idée en tête. Et puis dernière idée, peut-être, même si c'est quand même plus discutable, l'idée de flécher le produit de ces taxes vers des dépenses elles-mêmes favorables à l'environnement. Il y a quand même un principe d'universalité budgétaire qui est quand même très important. Ce lien entre le produit et l'affectation des recettes n'est pas nécessairement une règle universelle, mais qui peut concourir à l'acceptabilité des taxes dans un certain nombre de cas. Et peut-être un dernier mot, mais là pour m'inscrire un peu en désaccord avec Monsieur Garnier. En revanche, je suis vraiment très réservé, voire plus, sur l'idée de verdir toutes les taxes. Vraiment un objectif économique, on lui donne un outil, on veut modifier un comportement, on crée ou on modifie une taxe environnementale, mais l'idée de verdir toutes les taxes qui ont un objet qui n'est pas du tout environnemental, la taxe foncière, la CVAE, sont des taxes de rendement. Je vois pas comment on peut les verdir, et je vois pas tellement l'utilité que ça pourrait avoir. À mon avis, il faut vraiment quand même essayer, comme on nous l'enseigne en économie, d'avoir
des outils ciblés pour chaque objectif poursuivi plutôt que d'essayer de mélanger un peu les genres. Ok. Kurt, vous pourrez prolonger les débats après, entre juristes et économistes et ingénieurs. Kurt, quelques mots sur l'acceptabilité avant de passer la parole conclusive au président de l'AE. Hop. Merci. Donc, sur l'acceptabilité, beaucoup a été dit, je suis plus d'accord avec cela. Il y aura une taxe environnementale, taxe carbone, les prix vont augmenter, il y a cette perception que les prix, ça ne marche pas et c'est juste une nouvelle taxe, c'est très difficile, ça crée un problème politique majeur. Il y a beaucoup de discussions sur l'utilisation des recettes pour en parvenir d'améliorer l'acceptabilité. On peut améliorer, je ne pense pas qu'on peut garantir l'acceptabilité avec une utilisation de recettes particulièrement bien pensées. Ça va aider, ça ne va pas résoudre le problème, je pense. Moi, j'ai l'impression, c'est pas le studio, c'est moi, j'ai l'impression que la taxe carbone, la fiscalité environnementale dans un sens plus large, est devenue un symbole d'un manque d'inclusivité sociale beaucoup plus large que lié à l'environnement. C'est un symbole, on peut pas, il faut améliorer la fiscalité environnementale, c'est nécessaire, mais ça, le problème est beaucoup plus large que ça, donc on va pas pouvoir avancer avec des formes de fiscalité très ambitieuses sans améliorer l'inclusivité sociale. C'est le champ le plus large, je pense. Voilà. Voilà une transition toute faite sur la question politique. Monsieur le Président. Oui, merci. C'est vrai que la fiscalité environnementale, comme la fiscalité tout court, est un sujet souvent très complexe, et notamment français, parce qu'on invente toujours des tas de taxes, et que les parlementaires comme les citoyens ont parfois du mal à s'y retrouver. Donc, je le dis pour Monsieur Garnier, mais alors moi je suis pas pour verdir toutes les taxes. Pour répondre à l'intervenant qui posait la question de savoir s'il fallait un supplément d'IR ou de fiscalité locale. Je pense pas. Moi, je pense qu'il faut effectivement faire la distinction entre rendement, comportement. Clairement, il faut qu'il y ait de la transparence, de l'équité, parce que il faut que les acteurs aussi aient le sentiment que par rapport à ce que l'on peut apporter et à des acteurs économiques hors de nos frontières, on est dans une concurrence équitable et normale. Mais la fiscalité locale, elle est en train de disparaître. On a fait disparaître quand même pas mal d'impôts. La taxe d'habitation est en train de disparaître. On nous parle des impôts de production. Donc au final, je ne sais pas ce qu'on va verdir. Ce qu'on va verdir la taxe foncière. Moi, je pense qu'il faut vraiment que tout soit très compréhensible, bien expliqué. Et qu'à partir de là, et que ça soit pas brutal non plus, mais il y a quand même un consensus par rapport à la période que l'on vit, au réchauffement climatique et à la nécessité d'agir, et d'agir chacun à son niveau et chacun sur ce qu'il peut faire. Donc, même si c'est un consensus, c'est pas l'unanimité forcément, mais il y a forcément quelques voix discordantes. Mais globalement, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord si on comprend bien où on va et comment on y va. Et je pense que ça, c'est effectivement aux politiques de l'expliquer et de faire en sorte que derrière, ça suive effectivement et qu'on arrête d'avoir trop de taxes dans tous les sens dont on ne comprend pas toujours bien le fondement. Écoutez, merci vraiment beaucoup parce qu'on a essayé de faire un dialogue justement interdisciplinaire avec des juristes, des économistes, des ingénieurs, des gens du niveau OCDE, des gens du niveau local, mais tous, vous êtes sur la même matière, sensible et inflammable. Donc merci d'avoir éclairé le débat.